Les Lefebvre de Batiscan. Chapitre 21. La nouvelle saison. La glace commençait à prendre sur la rivière. Gabriel, assis à sa table, tranchait des feuilles de tabac achetées au village qu'il avait séchées dans sa cabane de pieux. Le chien Louveteau, qui avait déjà beaucoup grossi, était levé à ses pieds. Lorsqu'il eut terminé l'exercice, Gabriel bourra sa nouvelle pipe faite de ses propres mains, qu'il laissait toujours sur la cheminée, et se rapprocha du feu pour s'asseoir dans une grosse chaise berceuse dotée d'un dossier très haut. Il l'avait fabriquée 2 jours auparavant. Installée sur une plateforme en planche solide, elle lui permettait de se bercer le soir en fumant une pipée. Le siège était en babiche tressée, très tendue, que Joseph lui avait appris à découper et préparer. Le dossier présentait 5 planchettes de tilleul ajourées et fixées dans le cadre de la chaise. 2 gros appuis-bras aux bouts arrondis délimitaient l'espace où s'asseoir. Se berçant doucement, il regardait sa couchette près du lit à baldaquin qu'il n'utiliserait pas avant son mariage, recouverte de la peau noire du premier ours qu'il avait tué. Il songeait à trouver un autre ours parce que sa réserve de graisse ne se limitait plus qu'à un seul petit casseau. Il demanderait à Joseph s'il y avait moyen d'en trouver un en hiver. Louise lui avait confectionné un capot avec une couverture de laine. Il s'attachait par des boutonnières en cuir tressé d'un côté, où l'on passait de petits bâtons en corne fixés de l'autre. Il ceignait le tout avec sa grosse ceinture de cuir à laquelle pendait son étui de couteau de chasse et où il glissait son tomahawk. Jeanne Cerisier lui avait tricoté une tuque rouge qui, lorsqu'il la portait, lui pendait dans le dos. François, quant à lui avait appris à se fabriquer des mocassins, et il avait déjà 2 paires de rechanges près de sa couchette. Les mitaines que lui avait données la femme de Joseph reposaient sur la tablette de la cheminée. Sa maison était chaude depuis qu'il avait placé un papier ciré translucide dans un cadre solide pivotant vers l'intérieur, fixé au chambranle de la fenêtre où s'ouvrait vers l'extérieur le panneau de bois percé d'une croix. Le mariage avait été fixé pour le 17 janvier. Encore plus d'1 mois à attendre avant que la maison résonne de la voix de sa belle Louise. Il songeait à ce qu'il dirait dans la lettre à ses parents que Nicolas avait accepté d'écrire pour lui. L'intérieur de ses cuisses le faisait un peu souffrir, non pas à cause du mariage prévu, mais parce qu'il avait commencé à se pratiquer à courir sur la neige avec ses raquettes aux pieds. On appelait ça le mal de raquette. C'est Joseph qui lui avait conseillé de pratiquer. Il profitait de ses courses pour dompter son chien loup à trotter à sa droite sans le dépasser et à s'arrêter à l'instant où lui-même arrêtait. À chacun des nouveaux trucs que le chien apprenait, il le caressait et lui donnait un morceau de viande séchée. Le chien obéissait de mieux en mieux et démontrait de l'affection pour son maître, sans jamais baisser la queue. Il se leva et décida de fourbir ses armes. Décrochant le fusil, la rapière, les pistolets, et sortant ses 2 couteaux de chasse, il plaça le tout sur la table près d'une pierre à aiguiser et un petit récipient d'huile. 1 heure plus tard, toutes avaient retrouvé leur place. Il songeait à la fête de Noël et celle du jour de l'an qu'il allait passer en compagnie de Louise chez les Duclos. Cela s'avérait être toute une expérience. Gabriel ajouta une bûche dans l'âtre avant d'aller se coucher. Au matin, l'air était frisquet dans la maison. Enroulé dans sa peau d'ours, Gabriel regardait depuis 10 minutes le moment de mettre ses pieds sur le sol froid. Il s'y décida enfin, enfila ses pantalons, ses bas de laine et ses mocassins, attrapa une bûche, brassa la cendre du foyer pour découvrir les tisons,
jeta des baguettes de cèdre séchées sur ceux-ci et plaça la bûche sur le tout. Il attrapa le seau près de sa berceuse et sortit pour prendre l'eau dans le tonneau près de la porte qu'il gardait toujours le plus rempli possible. Il dut revenir dans la maison pour chercher son tomahawk. Il fallait briser la glace dans le tonneau pour pouvoir épuiser son eau. Versant de l'eau dans sa bouilloire, qu'il accrocha au-dessus du feu, il mit le seau sur la table pour s'asperger le torse d'eau froide qui y restait en se frictionnant vigoureusement. Il attrapa un linge qu'il gardait accroché à un pied de la table à cet effet et s'assécha le visage et le torse. Lorsqu'il replaça le linge à sa patte de table, il se sentait beaucoup mieux et la maison lui semblait presque chaude. Il alla quand même placer une autre bûche sur le feu qui commençait à reprendre et enfila sa chemise. Il fit sortir le chien qui demandait la porte et le regarda courir et se rouler dans la neige pendant quelques secondes. Tout à coup, il vit le chien se figer et scruter le bord de la forêt près de la rivière. Gabriel revint décrocher son fusil et ressortit aussitôt en émettant un petit sifflet très bas pour rappeler son chien près de lui. Il fut enchanté de constater que le chien lui obéissait et revenait tranquillement sans cesser de regarder vers la rivière. Gabriel lui fit une caresse sur la tête et s'avança pour voir ce que son chien avait aperçu. 3 dindons sauvages grattaient la neige au bord de la forêt près de la rivière. L'un d'eux se pavanait en faisant la roue pour attirer l'attention. Il attira celle de Gabriel, qui lui logea une balle dans la poitrine. L'animal tomba sur place et les 2 autres dindons s'enfuirent dans la forêt. Le chien-loup, assis à la droite de Gabriel, regardait son maître avec des yeux implorants. Il lui attrapa le collet et lui dit « Va chercher ». Le chien partit comme une flèche. Arrivé au dindon, il en fit le tour et attrapa l'oiseau par le cou, se mit à reculer vers son point de départ. Il ne pouvait pas encore soulever un dindon de cette taille, mais il était évident qu'il voulait le rapporter à son maître. Gabriel courut jusqu'à lui donna un morceau de viande séchée qu'il gardait toujours dans sa poche, gratta la tête du chien et ramassa le dindon. Il savait qu'il fallait plumer et vider ce gibier, mais n'avait aucune idée de comment le faire cuire. Il garda les plumes dans sa cabane en pieu, vida la grosse poule, en gardant les abats, comme pour tout autre gibier, et l'accrocha au plafond de la même cabane, d'où pendaient 2 cuisseaux de chevreuil tués 3 jours plus tôt. Dans le coin était placée la peau qu'il avait grattée et tendue dans des cerceaux. Dans un gros récipient en écorce, il gardait les cervelles de ses prises depuis que le gel avait commencé. Joseph le lui avait demandé et devait lui enseigner comment s'en servir pour tanner le cuir. Il revint à la maison, où le couvercle de la grosse bouilloire sautillait frénétiquement. Le café lui réchauffa à l'intérieur, et il se contenta pour déjeuner seulement d'un gros morceau de pain tiré de la huche, qu'il trempait, on doit cependant le dire, dans l'assiette de fève au lard posée sur la table devant lui. Le chien attendait couché à ses pieds, sachant très bien qu'un tel maître ne pouvait l'oublier. Après déjeuner, il enfila son capot et ramassa son fusil. Le chien-loup, l'ayant vu faire, était déjà à la porte, frétillant de sa queue retroussée. Gabriel regrettait un peu que la glace ne soit pas assez solide pour traverser la rivière, ce qui l'isolait de sa Louise pour au moins encore quelques jours. Mais il avait tendu des collets et monté une dizaine de pièges à martre, comme le lui avait enseigné Joseph, dans la forêt du côté contraire à son voisin, et cela lui faisait passer le temps. Il visitait sa ligne de trappe tous les matins. Ce jour-là, il récolta 4 martres et 5 lièvres. À son dernier collet, son chien s'arrêta brusquement et tendit le cou devant lui. Gabriel scruta l'endroit où il devait trouver son piège et aperçut un gros lynx qui dévorait le lièvre qui s'y était pris. Visant soigneusement, il lui tira une balle en pleine tête.
Il venait de récolter une fameuse belle fourrure sans l'endommager. Il s'empressa d'écorcher l'animal, et il roula la peau autour de la carcasse qu'il avait vidée, et la mit avec les autres gibiers dans le sac qu'il portait au dos. Il avait coupé 2 morceaux de viande pour les donner à son chien qui, l'ayant senti, leva le nez dessus. Son chien n'aimait pas le lynx. Il lui donna un morceau de viande séchée, tiré de sa poche, et partit au trot sur ses raquettes pour revenir à la maison. En arrivant, il écorcha ses prises dans sa cabane de pieux. Les peaux de ces animaux, il les enlevait un peu comme on enlève une paire de bas, en tirant la peau à partir des pattes arrière jusqu'à la tête inclusivement. Pour les lièvres, il détachait la peau au niveau du cou. Il introduisit 2 sortes de petites planches dans chacune des peaux de martre, le poil tourné vers l'intérieur, pour les tendre et les faire sécher. Il accrocha ses peaux au plafond auprès de la douzaine d'autres semblables qui y étaient suspendus. Il ramassa les carcasses et retourna dans la maison pour cuire son gibier. Il avait hâte de goûter à un ragoût de lynx. Le couple Mathurin, ses voisins, avait eu une belle petite fille en santé exactement durant la semaine qu'avait prévue Onodeyou, la femme algonquine de Joseph. La sauvagesse était présente lorsque les contractions avaient débuté. Catherine avait envoyé chercher Jeanne Cerisier, mais elle avait déjà accouché, accroupie, tout comme sa mère lui avait donné la vie à la manière indienne lorsque Jeanne arriva. L'enfant et surtout la mère se portaient merveilleusement bien, ce qui étonna Jeanne et lui fit demander des informations sur cette manière indienne d'enfanter. Mathurin se portant bien lui aussi, puisqu'il avait couru jusqu'à la maison des Duclos et avait pagayé à fine épouvante pour revenir avec Jeanne. Il n'avait pas eu le temps de s'inquiéter. Gabriel décida qu'il leur rendrait visite le lendemain. Il leur laisserait les lièvres qu'il aurait capturés ce matin-là. Le reste de la journée servit à fabriquer, entre autres, une 2e chaise de table avec son couteau croche. Le soir, le siège en babiche commençait à sécher. Une autre chaise très solide s'installait au bout de la grande table. Chapitre 22. Le bébé cadotte. Le temps était couvert, comme la veille, et on ne pouvait pas vraiment situer où était le soleil. Il en était à relever son dernier piège de sa ligne de trappe lorsque son chien, encore une fois, fixa son attention vers un point précis plus avant dans la forêt. Le jeune trappeur coupa sa respiration pour mieux entendre les bruits. Il distinguait une sorte de halètement qui semblait provenir d'en haut de la coulée où il se trouvait. Il reconnut un essoufflement qui ne pouvait venir que d'un être humain et qui laissait deviner assez d'épuisement. Il décida d'aller silencieusement voir ce qui en était. Attrapant le lièvre en coupant simplement le collet, il le mit dans son sac à dos. Il plaça la main sur la tête de son chien pour l'intimer de ne pas faire de bruit et entreprit de grimper la côte vers le son qu'il entendait de mieux en mieux. La question était de découvrir si l'individu était un sauvage en difficulté qu'il pourrait aider. Si le sauvage ne paraissait pas avoir d'inconvénient, il le laisserait continuer son chemin sans se faire remarquer. Il parvint au fait et s'accroupit derrière le tronc d'un énorme tilleul à branches assez basses. Il entendait distinctement maintenant la respiration saccadée. Le chien se coucha près de lui pour se mettre à l'affût comme son maître. Il enfouit son museau dans la neige pour ne pas émettre de vapeur par sa respiration. Gabriel le remarqua et ramena le bout arrière de sa tuque sur son nez pour la même raison. Il venait de découvrir pourquoi les tuques des Canadiens pendaient dans leur dos. Et lui qui croyait, bêtement, que c'était parce qu'il portait les cheveux longs. Le bruit arrivait de sa droite. Il fut étonné de voir apparaître un homme qui marchait sans raquette. Le laissant approcher, l'individu se révéla être un homme blanc et non un sauvage. Gabriel fit un bruit de gorge qui arrêta l'homme et le fit apprêter son fusil.
Gabriel lança d'une voix posée. « Je suis un ami, monsieur. Baissez votre arme. »« D'accord, » répondit l'inconnu. « Vous pouvez vous montrer. » Et Gabriel sortit de sa cachette pour se diriger vers lui. « Je suis Gabriel Nicolas Lefebvre dit Lataille, » se présenta notre trappeur, enlevant sa mitasse et tendant la main à l'inconnu. « Heureux de vous rencontrer, Lefebvre. Je suis François de Chévigny, seigneur de la Chevretière, » répondit l'individu en serrant la main tendue. « Je crois non pas être perdu, mais d'avoir rallongé ma route significativement, » dit-il en riant. « Vous êtes assez loin de la Chevretière pour être sans raquette, monsieur de Chévigny. »« J'ai brisé mes raquettes en traversant un ruisseau hier. Depuis 2 jours, le soleil souffre de timidité et je ne parviens pas à me réorienter. Je cherche actuellement des rapides d'une rivière non gelée pour relever la direction du courant afin de m'orienter vers le fleuve. Depuis hier, je n'ai mangé que de la neige pour me désaltérer. Je suis donc très heureux de rencontrer un chasseur, et blanc par surcroît. » Gabriel trouva amusant le style curieusement empoulé des phrases du seigneur de la Chevretière qu'il employait pour cacher son désarroi, crut-il deviner. Il lui tendit sa gourde qui contenait de la bière d'épinette en disant « J'allais justement me préparer à casser la croûte. Me feriez-vous l'honneur d'être mon invité, monsieur de Chavigny? »« Pas de monsieur entre nous, Lefebvre. Appelez-moi François et je vous appellerai désormais Gabriel. Je suis très reconnaissant de pouvoir accepter votre offre. » Gabriel se dirigea vers le tilleul qu'il venait de quitter, et Chavigny le suivit en marchant dans la piste tracée par les raquettes, ce qui facilitait énormément son déplacement. Arrivé près du tilleul, Gabriel compacta la neige sur une certaine surface et partit briser les branches sèches d'une épinette rabougrie. Il gratta la neige jusqu'au sol et alluma son feu dans le trou. Sortant un lièvre de son sac, il le vida, le nettoya et trancha une moitié du thorax avec la tête qu'il lança à son chien loup, assis plus loin les yeux fixés sur Chavigny, duquel il ne s'approchait pas. Le chien attrapa le morceau de viande avant qu'il touche la neige et s'étendit en le plaçant sur ses pattes avant pour manger proprement. « Vous avez un très beau chien, Gabriel. Il paraît bien dompté. »« Il ne l'est pas. Nous sommes amis, et il accepte de faire ce que je veux parce qu'il a appris que j'ai souvent raison. Par contre, il me donne énormément d'informations sur l'environnement que je traverse. Il est avec moi depuis qu'il était louveteau. »« C'est un loup? » demanda Chavigny un peu inquiet. « Un loup apprivoisé. Un algonquin de mes amis m'en a fait cadeau il y a plusieurs mois. Il n'attaque personne, sauf si on l'attaque, évidemment. Ou peut-être si je le lui demande, ce que je n'ai jamais fait jusqu'ici. » Le lièvre cuisait doucement près du feu, et Gabriel fit bouillir de la neige fondue pour faire du café. Chavigny salivait, mais ne démontrait pas d'urgence à se nourrir. Il prenait, de temps à autre, une lampée de la gourde qu'il avait toujours en main. Il observait son jeune compagnon avec intérêt. « J'ai entendu parler d'un certain Lataille par un de mes amis, lieutenant de marine. Un jeune noble du nom de Hamelin de Beauchemin, » lança-t-il négligemment. « Jacques-François est un de mes amis. On s'est connus à Québec l'an passé. » « C'est bien ce que j'ai pensé lorsque vous m'avez donné votre nom. Vous avez toute une renommée parmi les soldats au Canada, jeune homme. Ils parlent tous de vous et connaissent bien votre nom. »« Cela m'étonne beaucoup, François. Je ne connais que 3 militaires de mes amis et la famille du Clos Batiscan. »« D'après les raconteurs, vous connaissez un 4e militaire de Montréal, un certain Latour, » ajouta Chavigny, regardant Gabriel du coin de l'œil en souriant. Et il se mit à fredin. « Latour prend garde. »« Ah, celui-là, ouais, c'est vrai, je l'avais oublié. Mais comment êtes-vous au courant de cette histoire? » demanda-t-il. « Elle fut relatée pendant 1 mois partout à Montréal, et ensuite passée par Trois-Rivières, et s'est même rendue jusqu'à Québec. Même la ritournelle est devenue populaire partout dans la contrée, et tout un chacun y ajoute des variances.
Les gens de Québec vous disent être le loup enragé, typique de Montréal. C'est drôle comme les cancans peuvent donner une fausse réputation à un homme. Je ne suis resté à Montréal qu'une journée, et je ne suis certainement pas un loup enragé, déclara Gabriel en souriant de toutes ses dents. Depuis mon arrivée en Canada, je n'ai pratiquement pas quitté Batiscan. Et c'est là où vous demeurez? Je me suis construit une maison sur une concession, pas encore concédée, dois-je dire, pas loin d'ici, et je vais épouser la plus belle des filles de François Duclos le 17 janvier prochain. Je suis pratiquement établi sur ma terre. D'ailleurs, je vous y amène, et vous êtes mon invité jusqu'à ce qu'on puisse traverser la rivière pour se rendre chez Duclos, d'où vous pourrez facilement retourner dans votre seigneurie. François Duclos, même s'il m'est impossible de vous le refuser, sachez, jeune homme, qu'en d'autres circonstances, je me ferais un grand plaisir d'accepter votre compagnie. Vous êtes un gentilhomme né, mon ami. Et il mordit à belles dents dans la cuisse de lièvre que Gabriel lui tendait. Le café terminé, Gabriel fut surpris de voir Chavigny sortir une pipe et une blague de sa poche et se préparer à fumer. « Je vois que vous récupérez bien, » dit Gabriel, souriant et sortant sa propre pipe. 10 minutes plus tard, le chien loup se leva et s'étira en tendant ses pattes vers l'arrière, l'une après l'autre, en fixant les deux hommes. « Mon chien me signifie qu'il est temps de partir, » informa Gabriel. « Qu'en pensez-vous, Chavigny? »« Je pense que votre chien est un sage et qu'il a parfaitement raison. Je vous suis, mon ami. » Gabriel venait de reporter sa visite chez Mathurin au lendemain, et il voulait que Chavigny récupère complètement. « Nous voici arrivés, » déclara Gabriel en débouchant dans sa clairière. Chavigny s'arrêta et s'exclama. « Vous avez défriché et déserté une telle surface en si peu de temps? »« Non, ceci est une clairière sur ma terre. Je vais ensemencer le printemps prochain. Vous pouvez voir ma maison là-bas, dit-il en pointant la direction. Elle est près de la rivière Batiscan. Suivez-moi. » Gabriel tutoyait ou vous voyait Chavigny indifféremment, et Chavigny faisait de même. La taille avait installé Chavigny près du feu et était retourné à sa cabane de pieux pour arranger ses pots. Revenant à la maison, il vit en entrant Chavigny en train d'essayer le balancement de sa rapière qu'il avait décrochée du mur. « Vous avez là une arme magnifique, Gabriel, » dit-il en fouettant l'air devant lui. Il replaça l'arme dans son fourreau et la rependit au bougeon du mur. « Merci, Chavigny. J'ai l'intention de la garder et de la laisser à l'un de mes fils un jour. »« Elle signifie beaucoup pour moi, » répondit-il. « Vous avez également une magnifique maison, mon ami. Votre épouse sera choyée. »« Elle le mérite pleinement, tu peux m'en croire. D'ailleurs, c'est grâce à elle si l'intérieur est aussi chaleureux. J'ai hâte que la glace soit prise sur la rivière pour aller la visiter. On pourra traverser dans 2 jours si le temps se maintient, » ajouta-t-il. Gabriel lui avait prêté une paire de mocassins secs, pendant que ceux qu'il portait séchaient assez éloignés du feu pour ne pas en gâter le cuir. « Vous avez certainement de l'huile de pied de bœuf pour que je puisse étanchéiser mes mocassins, » se renseignait Chavigny. « Je n'ai pas l'huile dont vous parlez, mais j'ai de l'huile d'ours que j'utilise pour les miens, » dit Gabriel, en lui tendant une sorte de gourde fermée. Chavigny commença à frotter et travailler le cuir de ses mocassins pour les garder souples. Gabriel s'occupa de faire réchauffer son ragoût de lynx, qui s'était avéré délectable, n'en déplaise à son chien loup, couché sous la table, les yeux toujours fixés sur Chavigny. Chavigny fut étonné que son hôte n'ait pas d'eau de vie dans sa maison, ni quelque autre sorte d'alcool, en fait. Gabriel lui avait signifié qu'il n'aimait pas l'alcool. Même lorsqu'il allait boire un pot avec Duclos, il ne prenait qu'un seul gobelet, la plupart du temps de bière, qu'il étirait jusqu'au départ. Il ne ressentait pas la nécessité d'en avoir chez lui. Chavigny fut donc traité, durant son séjour chez Gabriel, au thé, ce qui l'étonna, au café assez usuel et à la bière d'épinette qui était répandue dans tout le pays. Il trouva le ragoût de lynx savoureux et les 2 hommes expédièrent tout ce qui en restait. Après le repas,
Gabriel prépara les herbes nécessaires pour son civet de lièvre et de perdrix qu'il mit à mijoter pour tout l'après-midi dans son chaudron de fonte. Chavigny lui donna un coup de main pour remplir son tonneau d'eau près de la porte, dont le niveau baissait rapidement avec 2 hommes qui avaient à se laver et qui buvaient des boissons chaudes. Arrivé près de la rivière, Chavigny fit remarquer qu'en plaçant des perches côte à côte sur la glace, on pouvait faire un pont qui permettait de traverser. Gabriel n'était pas d'accord à prendre des risques inutiles, puisque dans 2 jours, la glace serait assez épaisse. L'invité n'insista pas. Il se trouvait très bien reçu par le jeune trappeur, et il remarqua rapidement que le jeune homme ne se sentait jamais urgé par les événements et agissait selon la possibilité disponible au moment présent. Cela le fit relaxer beaucoup durant son séjour. Le lendemain matin, Gabriel conduisit son invité chez Mathurin Cadotte, n'oubliant pas d'apporter le dindon qu'il avait laissé geler et une dizaine de peaux de lièvre qui serviraient à tresser une couverture chaude à la manière indienne pour l'enfant. Catherine reçut le cadeau gracieusement en plaçant son bébé dans les bras de Gabriel. La petite fille avait de grands yeux bleus qui le regardaient avec curiosité. La maîtresse de la maison démontra un peu de confusion lorsqu'elle apprit que l'un de ses visiteurs était le seigneur du fief de la Chevrotière. François la mit tout de suite à l'aise en la félicitant pour ses goûts décoratifs et pour l'entretien de sa maison. Catherine rougit de plaisir et informa que Mathurin était parti à la chasse de bon matin. Mais elle assurait qu'il arriverait d'une minute à l'autre, ce qui décida les visiteurs de l'attendre quelque temps. Elle fit dégeler le dindon dans l'eau de son chaudron de fonte près du feu. Cadotte entra chez lui 45 minutes plus tard avec une martre à la main. « C'est là tout le résultat de ta chasse ?» demanda Gabriel en se moquant de lui et en lui serrant la main. « Et toi, Lefebvre, te surprenant avec ma fille dans tes bras? Donne-la à sa mère, t'es déjà fiancé, et viens plutôt m'aider à débiter l'ours qui est devant la maison. » Remarquant Chavigny, il ajouta: « De plus, tu ne me présentes pas ce monsieur. Où sont tes manières, le français? Tu commences à dépasser, bonne-moi la taille. » Et il s'avança la main tendue. « Je suis Mathurin Cadotte, 10 poids de main, pour vous servir, monsieur. »« François Chavigny de la Chevrotière, » répondit l'interpellé en saisissant la main. « L'explorateur des pays d'en haut, fils de madame Grand-Maison, » s'exclama Mathurin. « Vous honorez ma maison, monsieur Chavigny. C'est plutôt votre charmante épouse et cette merveilleuse petite fille qui m'honore de leur recueil, Mathurin, sans parler de votre regard franc et jovial. Appelez-moi François, comme votre ami qui, hier, m'a trouvé errant dans la forêt. Mon ami, oh oui, celui que j'ai trouvé avec ma fille dans les bras, je vais te le faire peiner un peu à débiter mon lourd. Si vous voulez bien nous excuser, toi, Gabriel, abatte-toi et file de haut. Je vais avec vous, enchaîna Chavigny. Comment as-tu pu tuer un ours en hiver, Mathurin? Je croyais ça impossible puisqu'il hiverne, demanda Gabriel. Dis-moi pas que je vais pouvoir t'apprendre quelque chose sur la chasse. Joseph, as-tu abandonné ton entraînement à cause de ta tête de pioche? La rivière est pas gelée. Je vais probablement le voir après-demain, répondit Gabriel. Tu crois que la température empêcherait Joseph de traverser la rivière s'il voulait? Allez, donne-moi un coup de main avec l'ours. Ça fera une belle peau pour mon lit. Puis j'imagine que tu accepterais que je te donne la moitié de la graisse. Qu'est-ce que tu me donnes en retour? Un dindon sauvage, ça te va? Un dindon sauvage, t'es sérieux? J'en ai pas vu encore depuis que je suis arrivé ici. Afin contre lui. Tu me l'apporteras demain. Ta femme l'a déjà entre les mains et se prépare à le faire cuire. Tu me dois la moitié de cette graisse, Mathurin. Chavigny riait de cette négociation en caressant la fourrure de l'ours installé sur un traîneau. « C'est un très bel animal, » dit-il. Les 2 couteaux de chasse sortirent des mocassins des 2 trappeurs et se mirent à dépioter le gibier. Cadotte avait apporté un seau qui ne suffisait pas à contenir toute la graisse. Il dut aller en chercher un deuxième qui était encore un peu plus gros et fut rempli également.
On passa ensuite à la mise en quartier qu'on alla suspendre dans ce que Catherine appelait sa cuisine d'été. Rentrés dans la maison, Chavigny et Gabriel s'assirent sur les chaises près de la table et Mathurin remit un seau de graisse à Catherine, l'informant qu'il donnait l'autre à Gabriel. Celle-ci lui désigna le gros dindon sauvage qui cuisait lentement sur la broche de l'âtre qu'elle avait quelque peu avancé pour la placer au-dessus d'un plat en métal d'où elle tirait un bouillon pour arroser la pièce de viande régulièrement. L'arôme dégagé par la cuisson était tout simplement envoûtant. Gabriel s'enquit de la recette de bouillon et imagina une façon d'installer un dispositif à son foyer qui permettrait à sa femme d'avoir plus de facilité dans le processus de rôtissage. On retourna à la cuisine d'été, où Mathurin entreprit de gratter sa peau d'ours pendant que ses compagnons préparaient un grand cerceau avec des tiges de bois de tilleul que l'on dut tremper dans de l'eau chaude pour les plier sans les briser. On fit également tremper un rouleau de babiche qui servirait à étirer la peau sur le cerceau. Le travail prit environ 2 heures, et au retour à la maison, Gabriel vit son chien couché devant la porte comme s'il la gardait. Lorsqu'ils entrèrent dans la maison, la table était mise, le pain tranché et une purée de petits fruits trônaient au centre de la table, près d'un plat de carottes et de navets qui fumaient. Le chien vint se coucher à gauche du foyer, la tête sur les pattes, en fixant la broche si bien décorée. Riant de le voir paraître si triste, Catherine coupa une aile et la jeta au chien qui l'attrapa et se retira près de la porte pour savourer son présent. Catherine découpa ensuite les tranches du dindon directement de la broche aux assiettes qu'elle vint placer devant les convives. Mathurin tenait sa fille dans ses bras en lui donnant un peu de purée qu'il avait faite avec carottes et navets. La petite avalait une portion et recracha la suivante. « Je pense que tu pourrais faire le lait de maman, » dit-il en essuyant la bouche de la petite. Ayant servi les assiettes, Catherine attrapa la petite et se retira pour allaiter l'enfant. Le dindon ainsi préparé s'avéra un franc succès. Mathurin dut se transformer en maître coq et servir une deuxième portion à ses invités. Accompagnée de la purée, la chair de dindon était tout simplement succulente. Au deuxième service, la petite dormait dans le grand lit et Mathurin servit à sa femme son repas. Cadotte, qui refusait de vendre de la boisson aux sauvages, ne se refusait pas, de temps à autre, un verre de bon vin. Quelle ne fut pas la surprise de Chavigny lorsqu'il arriva à table avec un cruchon de vin blanc et 4 gobelets, qu'il remplit pour chacun et leva son verre au seigneur du fief de la Chevretière. La jeune femme et les 3 hommes trinquèrent et se mirent à manger. Retournant chez lui, Gabriel fut étonné d'apercevoir de la fumée qui sortait de sa cheminée. Lorsqu'il entra dans la maison, Joseph, assis dans les berceuses, fumait tranquillement son calumet. Déposant le seau de graisse sur la table, il présenta l'Indien à Chavigny, qui fut gratifié d'un « houg » des plus ordinaires et normales. Accrochant leur capot au goujon près de la porte, Gabriel demanda à l'Indien comment il avait traversé la rivière. « Gué facile à traverser plus haut sur rivière. Joseph vu piste, trouvé raquette brisée. Moi réparé et placé près de porte pour Chavigny. » Entendant cela, Chavigny dressa la tête et aperçut ses raquettes qu'il croyait perdues, parfaitement réparées. Il alla serrer la main de Joseph en le remerciant chaleureusement. « fit ce dernier, et il tira une autre bouffée de sa longue pipe. Gabriel reconnaissant bien là son laconique ami. Il sourit en pensant combien plusieurs Blancs se privaient de tels compagnons. Levant les yeux, il aperçut une pièce de tissu en daim placée sur le lit de baldaquin. C'était une veste extrêmement souple, semblable à du chamois qu'il avait déjà palpé. Il l'étala devant lui et fut abasourdi par le travail présenté sur le devant du vêtement. Partant de chacune des épaules, 2 minces séries de billes brodées sur le cuir descendaient jusqu'au niveau de la ceinture.
Il reconnut les billes que Louise avait données à Joseph lors du voyage à Montréal. La majorité des billes étaient blanches, mais celles de couleur formaient de très beaux dessins. Femme de Joseph demandait d'apporter ça à Canadiens français pour remercier d'Orignal et de Chevreuil donné. « C'est merveilleux, Joseph, » s'exclama Gabriel. « Je vais remercier ta femme aussitôt que je la verrai. Entre-temps, fais-le pour moi. » Gabriel enleva sa chemise et passa la veste. Elle lui faisait à merveille. La coupe était même légèrement en V. Il n'en croyait pas ses yeux. Ceux de Joseph brillaient de plaisir dans son visage imperturbable. « Une veste à wampum !» s'étonna Chavigny. « C'est la première fois que je vois cela. » Il vint se placer devant Gabriel et sembla mettre toute son attention sur le dessin. « C'est quoi un wampum? » demanda le jeune trappeur. « C'est un moyen que les sauvages emploient pour envoyer des messages ou conclure des traités importants. Ces 2 wampums sont magnifiques, » répondit Chavigny. Il se retourna vers Joseph qui leva les yeux. « Tu as parfaitement raison, Joseph, » dit-il, et il retourna s'asseoir sur sa chaise. « Pourquoi a-t-il raison? » demanda Gabriel. « Il a raison pour ce qui est décrit par les wampums, » dit Chavigny. « Toi lire wampum? »« Pas tous, mais ceux-là sont faciles à lire, » répondit-il. « Que disent-ils? Dites-moi, Chavigny. » Chavigny regarda Joseph, qui baissa les yeux en signe de sentiment. « Je suis l'ami de tous les hommes, je parle au maître de la vie. Celui de gauche affirme, car il y a un dessin signifiant l'affirmation. Je plaide autant pour les Blancs que pour mes frères indiens. » Gabriel se retourna lentement vers Joseph. « Tu me gratifies d'un grand honneur, mon ami. J'espère le mériter. »« Toi mériter, » fut la simple réponse de Joseph. Gabriel fut remué jusqu'au fond de son âme par l'amitié et la confiance que l'Algonquin lui vouait. Il ne put rien trouver à dire, mais les 2 hommes se regardèrent dans les yeux et tous 2 se comprirent parfaitement. Gabriel s'occupa alors de préparer sa graisse d'ours pour ne pas la gâter. Il alla chercher tous les petits cassots qu'il avait lavés et gardés et entreprit de faire comme il avait vu faire Louise. Chavigny occupa son temps à vérifier comment Joseph s'y était pris pour réparer ses requêtes, ce qu'il avait cru impossible. Joseph fumait assis dans la berceuse et les 2 chiens loups, père et fils, avaient été sortis à l'extérieur et s'étaient couchés de chaque côté de la porte. Chapitre 23. Les Duclos se préparent. Au lever du jour, Gabriel partit sur sa ligne de trappe et revint 2 heures plus tard avec 3 autres martres et 4 lièvres. Joseph et Chavigny avaient déjà mangé et prenaient un café en fumant une pipée. Il avala un morceau et but son café pour ensuite, avec l'aide de Joseph, aller préparer ses peaux de martre. Il attacha et emballa les 4 lièvres dans un sac. « Dis-moi, Joseph, est-il difficile de retourner par où tu es venu? J'aimerais conduire Chavigny chez François Duclos pour qu'il puisse retourner chez lui. Il est parti depuis presque 5 jours. Sa femme doit commencer à s'inquiéter, tout Canadien qu'il est. »« Pas de problème. Partez tout de suite. Arrivez dans 2 heures. » D'accord, allons lui annoncer la nouvelle. Chavigny fut tout heureux de la proposition et prépara son gréement. 2 heures plus tard, Gabriel se dirigea vers la cabane de Joseph et donna 2 lièvres à chacun des enfants qui jouaient dehors. Ils entrèrent en courant, rejoindre leur mère avec leurs cadeaux. Gabriel rejoignit les 2 compagnons qui l'attendaient et entra chez les Duclos. « Gabriel !» s'écria Louise, repliant le tissu sur lequel elle travaillait. « T'es parvenu à traverser la rivière? Comme je suis heureuse de te revoir! » Elle courut à lui pour l'embrasser comme d'habitude, mais se reprit lorsqu'elle aperçut Chavigny.
Ne vous privez pas plus longtemps à cause de moi, jolie demoiselle. Je sais qu'il y a une éternité que vous avez vu votre fiancé, lui dit-il avec un air malicieux. Louise le gratifia d'une courbette avec un petit fléchissement des genoux et répondit « Merci beaucoup, monsieur ». Elle sauta dans les bras de Gabriel qui, comme à chaque fois, fut pris au dépourvu et manqua de le laisser tomber. « Louise, voyons, pas devant la visite », dit Jeanne Cerisier, puis regarda Chavigny et s'exclama « Monsieur François, le fils de madame Éléonore de Grandmaison !» Et elle lui fit une révérence digne de la cour de France. « Vous me trouvez bien heureux de voir que vous me connaissez, madame. Dame Duclos, je présume, et il la salua également à la manière de la cour de France. « Maman, tu devrais m'apprendre à saluer comme tu le fais, c'est très digne, » s'écria Louise. Gabrielle resta bouche bée. « En fait, mademoiselle, la révérence de votre mère était tout à fait exquise, » dit-il en s'inclinant une deuxième fois devant Jeanne Cerisier. « Mais dites-moi, chère dame, comment me connaissez-vous? » s'enquit-il. « Vous étiez en compagnie de madame votre mère lorsque je suis débarqué à Québec en 64. Madame de Grandmaison m'a fait l'honneur de m'accueillir et je me rappelle très bien de vous comme un jeune homme d'environ 13 ou 14 ans, monsieur de Chavigny. » « Voilà donc l'explication du charme de votre révérence, madame Duclos. Vous avez reçu une éducation de la cour. Il y a très longtemps que j'ai pu être témoin d'autant d'élégance. Je vous en remercie, madame. »« Enfin, un homme de goût, qui reconnaît une vraie femme lorsqu'il en rencontre une, » déclara François Duclos, appuyé sur la porte qu'il venait de refermer derrière son fils. « Mais t'avise pas de faire les yeux doux à ma belle Jeanne, sinon il t'en cuira, le genou. » Chavigny se retourna d'un seul coup avec un grand sourire aux lèvres. « François » s'écria-t-il en se précipitant et lui faisant l'accolade. « Comment vas-tu, vieux grincheux? » Les deux hommes ne cessaient de se donner des tapes dans le dos en ne brisant pas l'accolade. « Mais très bien, jeune bandit » répondit Duclos en attrapant Chavigny par les deux épaules pour bien le regarder. Les deux hommes semblaient avoir oublié tout le monde autour d'eux, tellement ils étaient heureux de se revoir. Les spectateurs de ces effusions étaient tous figés de surprise, sauf Joseph qui savait à quoi s'en tenir, mais ça n'aurait rien changé s'il n'avait pas su. « Vous vous connaissez? » demanda Jeanne. « On se connaît, madame. Votre époux et moi sommes de vieux compagnons d'armes, et nous nous sommes sauvés la vie mutuellement tellement souvent qu'on ne peut les compter. »« Moi je peux, » avança François Duclos. « De sorte que je crois bien que tu m'en dois une, » ajouta-t-il. « Non, non, je ne crois pas, » objecta Chavigny d'un air sérieux. « Oh que si, » affirma Duclos, redressant la tête. « Oh que non, » répliqua Cheverny, mettant le poing sur sa hanche. « Bon, ça suffit. L'important est que vous êtes bien vivants tous les deux, » acheva Jeanne Cerisier. « Assisez-vous et je vous apporte du café, » ajouta-t-elle. Les deux hommes éclatèrent de rire, appréciant l'effet de leur petite comédie. « Du café, ma belle Jeanne? Si je me rappelle bien les goûts de ce seigneur, je pense qu'il préférerait un petit coup de rouge, » l'informa-t-il. « J'arrive avec ça, » dit-elle, « mais j'en sers que 2. Les autres, c'est de la bière d'épinette ou du café. Louise, charge-toi de ça. »« Alors, qu'est-ce qui t'amène un peu discret, mon ami Chavigny? » demanda François. « Une simple coïncidence, mon cher Duclos. Je me promenais dans le bois, ayant égaré mes requêtes et m'étant rallongé de 2 jours sur mon itinéraire, quand ton futur gendre s'est permis de m'importuner avec un petit toussotement pendant que j'avais de la neige jusqu'aux genoux. Nous avons bouffé un de ses lièvres, bu son café, et comme il battait un chemin avec ses raquettes, je l'ai suivi jusque chez lui, où il s'est permis de me séquestrer pendant 2 jours. C'est l'ami Joseph, arrivé ce matin, qui est parvenu à convaincre ce lascar de m'amener ici pour que je puisse retourner à ma chère femme avant la Noël. »
Je me charge de ton retour, dit François Duclos. Mon voisin le Rioux a un train noir chien et sera heureux de t'emmener. Sinon, j'irai moi-même. Tu devrais rester chez toi et puis risquer d'aller te perdre dans les bois sans être entouré d'une armée. D'ailleurs, t'as toujours refusé de faire la traite et tu te permets de promenade en forêt. C'est de l'inconscience pure, ajouta-t-il ironiquement. Je vois que tu saisis toujours exactement ma façon de présenter les choses, mais j'ai une surprise pour toi quand ton futur gendre sortira de son envoûtement pour pouvoir enlever son capot. Notre ami Joseph a bien exprimé ce que je pense de ce jeune homme. Tous se retournèrent vers Gabriel, qui n'avait pas encore bougé et ne portait son attention que sur Louise. Sentant les regards sur lui, ne sachant pas de quoi il s'agissait, il enleva son manteau et l'accrocha au mur. Il portait encore sa veste de daim, et lorsqu'il se retourna, on entendit un bruissement d'air de surprise sortant de toutes les bouches. François Duclos se leva et vint se planter devant Gabriel en inspectant les deux wampums. Un sourire apparut sur ses lèvres et regarda Joseph. Tout comme Gabriel l'avait fait, les deux hommes se comprirent, et François, mettant les mains sur les épaules du jeune homme, le regarda dans les yeux et dit « Je comprends finalement ce que Joseph a vu en toi. Moi je le sentais, mais lui il l'a vu. Il a compris. Je suis très fier de toi, garçon. » « Je sais pas du tout ce que ça signifie, mon ami, mais je suis très heureux de devenir ton beau-frère. J'espère que tu le sais, » ajouta Nicolas en lui serrant la main. Gabriel était un peu mal à l'aise quand Louise s'approcha et lui dit « Cette veste est magnifique, mon beau Gaby. Elle te va admirablement bien. » Et le malaise disparut d'un seul coup. « Bon, ça y est, on vient de le perdre une deuxième fois, » s'écria Chavigny. « Mais moi, je te pardonnerai pas, la chevretière, » répliqua Duclos. « Tu sais maintenant que ma fille se marie le 17 janvier prochain, et j'exige que tu assistes au mariage avec ton épouse. Et si ta mère a encore la santé, elle est bienvenue également. Elle se souvient certainement de ma Jeanne, car on l'a rencontrée une fois, et on ne l'oublie jamais. Promets-moi que tu y seras, ça se fera à Champlain, et ensuite on se réunit ici pour la fête. »« J'y serai, » promit Chavigny. Une demi-heure plus tard, François Duclos accompagnait son ami Chavigny chez son voisin qui fut enchanté de rendre service à ce seigneur aimé des Canadiens. Un traîneau tiré par 6 gros chiens démarra dans une éclaboussure de neige. Le seigneur serait chez lui dans un peu plus de 2 heures. Le Rioux serait de retour à la noirceur. Les Duclos ne permirent pas à Gabriel de retourner chez lui ce soir-là. Il n'était pas question qu'il prenne la chance que la glace défonce lorsqu'il traverserait la rivière. Il reprit donc le lit qu'il avait déjà occupé dans l'espace réservé à Nicolas. Le lendemain matin, il aida le jeune homme à faire ses travaux d'avant le déjeuner. Après le repas, les deux hommes partirent vers la maison de Gabriel avec 2 haches. Le père Duclos avait proposé à Gabriel d'étendre 3 longueurs de billot de large à bout décalé sur la glace, couché sur un mince lit de branches de sapin. Ce pont traversant la rivière servirait tout l'hiver et sécuriserait la traversée. C'est ce que les 2 jeunes hommes allaient installer. 4 heures plus tard, Nicolas revenait chez lui avec les 2 haches. Gabriel était également rentré chez lui. Cet après-midi-là, Gabriel faisait chauffer de l'eau pour se laver et attendait assis sur sa berceuse, la pipe à sa bouche. Il lui vint tout à coup une idée extravagante. Il pensait qu'il serait merveilleux de pouvoir s'asseoir dans un gros tonneau plein d'eau chaude pour se laver et relaxer. Il n'aurait qu'à couper un tonneau ordinaire par le milieu, ce qui servirait son but. Il décida d'aller chez Mathurin lui parler de son projet. Le lendemain matin, Mathurin lui affirma que son idée était possible. Les 2 hommes se rendirent dans la cuisine d'été et se mirent à l'œuvre.
Heureusement, Cadott se gardait toujours des planchettes prêtes pour fabriquer des tonneaux. Il assembla assez rapidement une assez grande base ovale et solide pour son futur demi-tonneau et commença à insérer le bout de ses planchettes dans la mortaise de la base prévue à cet effet. Tous les côtés longs des planchettes étaient taillés en biseau pour rendre les tonneaux étanches. Le problème était, pour ce projet, de fixer le haut des planchettes plus courtes qui restaient dirigées vers l'extérieur au lieu d'être bandées pour revenir vers l'ouverture plus petite du haut du tonneau. De plus, l'objet désiré avait une forme allongée au lieu de ronde. Mathurin résolut le problème en installant au haut un cerceau interne en bois d'une seule pièce et de la forme exigée, auquel il fixa des planchettes avec des tenons. Une fois le tout assemblé, il ajouta un deuxième cerceau du côté extérieur et couvrit le rebord de gros seaux avec une bande flexible de bois. Gabriel eut la responsabilité de frotter le meuble avec une pierre ponce pendant que Mathurin préparait les larges bandes de cuir de 3 pouces qui serviraient à encercler le demi-tonneau au bas, au milieu et au haut pour solidifier l'ensemble. Il faisait donc chauffer l'eau dans laquelle ces bandes de cuir allaient tremper pour être imbibées. Après séchage, ces bandes de cuir enserreraient les planches quelque peu bombées en une unité solide et étanche. Poncer le meuble prit un certain temps parce que Gabriel tenait qu'il soit beau, lisse et doux au toucher, surtout à l'intérieur. La noirceur était tombée lorsqu'ils purent aller prendre le repas du soir. Les bandes de cuir bien tendues autour du bac commençaient à sécher. Catherine les attendait en tricotant une sorte de sac avec des lanières de peau de lièvre pour y envelopper sa fille lorsqu'elle irait à l'extérieur. Après le souper, Mathurin installa le meuble terminé sur un traîneau que Gabriel tirerait pour rentrer chez lui. Il lui avait également donné une gourde d'huile de sa mixture pour frotter 3 jours de suite tout le bois de son demi-tonneau. Cela devait faire gonfler le bois, le protéger et lui donner un lustre. Rentrant sa nouvelle acquisition dans sa maison, il se rendit compte qu'il pouvait la glisser sous le lit à baldaquin qui était monté sur des pattes assez hautes, permettant ainsi au lit d'être plus longtemps entouré de la chaleur de la maison durant la nuit. Il ne put s'empêcher de donner une bonne couche d'huile au meuble avant de se coucher. Après le repas du matin, au retour de sa ligne de trappe, il s'empressa d'appliquer une deuxième couche d'huile. Après le repas du soir, il inspecta son demi-tonneau et trouva que la couleur était un peu terne. Il prit un morceau de cuir et frotta le bois. À sa grande surprise, il vit le lustre réapparaître encore plus beau qu'avant la couche d'huile. Il frotta l'objet en entier et y étendit sa 3e couche d'huile. Après le polissage du lendemain, le meuble était parfait. Il le glissa sous le lit et constata qu'on ne pouvait deviner sa présence.